Question qui revient dans ce genre de crime. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je voudrais savoir. Pourquoi sortir pour tuer quelqu'un? Après avoir commis un meurtre, pourquoi a-t-il cherché d'autres victimes par la suite? Pourquoi? Pourquoi cet homme ressent-il le désir de tuer, contrairement à des millions d'autres personnes? C'est inexplicable. Néanmoins, ce que l'on peut faire, c'est essayer d'analyser le type d'attirance que suscite ce crime. Seul le criminel peut nous donner la réponse. Je me suis assis au comptoir pour boire une bière. Il y avait 2 hommes derrière le comptoir, mais un seul servait les clients. Le deuxième était sur le côté, il discutait. Je portais des baskets, un jean bleu foncé et un blouson bleu marine en fibre synthétique. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là, devant le comptoir et au fond du bar. Il devait y avoir environ une 20aine de personnes dans les backrooms. Puis, j'y suis allé. J'ai fait un petit tour. Il nous semblait désormais évident que Nicky M, qui était mort au Große Freiheit, était la victime numéro 2, Miroslav la numéro 3 et Alexander la numéro 1. Donc là, il n'y avait plus aucun doute. Il était clair qu'avec ces 3 cas, nous étions face à une véritable série. Nous avons poursuivi l'enquête et nous avons adopté une nouvelle approche. Vu qu'Alexander est mort dans son appartement, nous avons essayé de savoir qui était la dernière personne à être venue chez lui. Alexander a dû laisser cette personne entrer dans son appartement. C'est-à-dire le meurtrier. Je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont cet homme a pu entrer chez lui. Alexander devait forcément le connaître. Je ne vois pas d'autre explication. J'avais vu sur le chat qu'Alexander avait créé un nouveau profil. Alors je lui ai écrit. Nous avons échangé des SMS. Le 24 et le 25 avril 2012. Il ignorait qu'il y avait du GHB dans son verre. Il s'est mis à trembler, puis j'ai cru qu'il allait tout recracher. Ça n'a pas été le cas. Il est allé dans la cuisine et il a bu 2 verres d'eau. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il est allé se coucher et moi je lui ai pris ses affaires. J'ai mis son blouson qui était pendu dans la garde-robe et je suis revenue dans la chambre.
Alex était allongé les yeux fermés. J'étais sur le point de m'en aller. Et sur une étagère à côté de la porte, j'ai vu son portefeuille, ses clés et son téléphone portable. J'ai mis le portefeuille et le téléphone dans un sac à dos qui était aussi à côté de la porte. Je me rappelle avoir légèrement ouvert la fenêtre de sa chambre pour faire entrer un peu d'air. Ce doit être à cet instant que je l'ai enroulé dans la couverture. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans son verre. Je ne lui ai pas fait boire dans l'intention de me débarrasser de lui. Je n'aurais jamais fait ça. Alex était si gentil. Il est très probable que le meurtrier se soit dit « ça s'est très bien passé, qu'est-ce qui pourrait m'arrêter ?» Pourquoi arrêter d'ailleurs? Ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça va finir? Il arrive que le meurtrier ressente de la peur face à ses actes. Après 3 meurtres, il se demande si ça ne va pas devenir une mauvaise habitude. Chaque meurtre fait augmenter le risque d'en commettre d'autres. Jusqu'où cela peut-il le mener? Lui seul le sait. Ensuite, il y a eu un autre meurtre. Celui de Peter. Je l'ai connu sur un site de rencontre. Sur le chat, il se faisait appeler Mario. On a chatté un moment, puis on s'est dit... Et si on se rencontrait? J'avais posé ma bouteille de GHB sur la table du salon. On s'est assis sur son canapé et on a discuté. On a parlé de tout et de rien. Ensuite, j'ai pris sa carte bancaire dans son portefeuille. En rentrant chez moi, j'ai essayé de m'en servir. Je savais très bien que ça ne marcherait pas. Je n'avais pas le code. Peter a lui aussi été retrouvé dans son appartement. Comme Alexander, qu'on a retrouvé allongé sur le ventre dans une couverture. Quand on a reçu les analyses toxicologiques, on a découvert qu'une quantité très élevée de GHB avait été découverte dans son sang. Cela faisait plusieurs dizaines d'années que nous n'avions pas eu autant de meurtres par empoisonnement. Sa façon de manipuler cette substance nous paraissait très maîtrisée. Avec ce mode opératoire, il est très possible de commettre ce genre de crime en toute discrétion pendant très longtemps. C'est l'affaire du siècle. La pression est devenue énorme. Toute la population craignait que le meurtrier continue à agir. Nous devions le retrouver le plus vite possible. Je me suis demandé combien de victimes supplémentaires allait-il y avoir? Combien y avait-il de cas qui n'avaient pas encore été identifiés? Je me rappelle très bien avoir envoyé un mail à l'enquêteur lui demandant si ce que disait la presse avait un rapport avec ce qui m'était arrivé.
Là, il a réalisé que j'avais peut-être besoin d'un soutien psychologique. Il y avait justement un psychologue dans les services de la police. Il m'a alors proposé de bénéficier de ses services. Le tueur était toujours dans la nature. Progressivement, je me suis aperçu qu'on parlait de plus en plus de lui. Alors petit à petit, j'ai pris conscience de l'incroyable chance que j'ai eue ce soir-là. Cet homme avait fait des victimes. Il y avait eu plusieurs morts. Tout le monde ignorait qui il était, où il était et ce qu'il allait faire. Le meurtrier avait un grand avantage. Il savait que sa prochaine victime ne survivrait pas. Lui seul savait quand il verserait du GHB dans son verre. Il se comportait un peu comme un dieu. Si j'avais été certain que ce type était narcissique et qu'il avait un comportement psychopathe, ça n'aurait pas été forcément plus évident. Parce que même s'il avait été suivi, aucun psy ne m'aurait dit quoi que ce soit. Alors comment le retrouver ? J'ai demandé aux proches de toutes les victimes s'ils savaient ce que celles-ci avaient fait ce soir-là. Est-ce qu'elles avaient prévu de rencontrer quelqu'un ? C'était important pour nous de savoir ça, parce que là où elles avaient pu aller, le meurtrier y avait sûrement été aussi. L'assassin était dans la nature. Ça n'était pas rassurant. Tout ça était tellement difficile à comprendre. Le téléphone d'Alexander était introuvable. C'était le seul moyen qui aurait permis d'avoir des indices. Qui était son dernier contact ? Qui a-t-il rencontré ? Pour nous, ça ne faisait aucun doute. Il le connaissait. Nous avons obtenu auprès de l'opérateur téléphonique d'Alexander sa dernière facture détaillée sur laquelle figuraient tous ses appels et tous ses SMS. Les personnes contactées sont pour nous des sources d'informations très précieuses. Il y avait plusieurs SMS envoyés au même numéro. Nos collègues ont découvert que le numéro en question était attribué à un certain Dirk. C'était peut-être un témoin important. Bien sûr, il ne s'agissait pas de foncer et de l'appeler directement, non. Nous avons d'abord vérifié s'il avait un casier judiciaire pour mieux savoir à qui nous avions affaire. Je suis la tante de Dirk. J'ai 10 ans de plus que lui. Je peux dire qu'on a pratiquement grandi ensemble. C'était un peu comme si j'avais un petit frère. Quand il était petit, il était toujours chez mes parents. Dirk était agréable, gentil et serviable. Du moins, c'est la personne que j'ai connue à l'époque. Dirk avait 13 ans quand mon père est mort. Un jour où je rendais visite à ma mère, j'ai vu Dirk dans la chambre de mes parents qui étendait sur le lit une couverture à la place où mon père dormait. Je ne lui ai pas posé de questions.
Je ne lui ai pas demandé pourquoi il dormait dans le même lit que ma mère, à côté d'elle. Je pense